Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus. Et cette semaine évidemment, retour sur un derby à nombreux coups de griffe. La réception de Troyes, quelle importance elle aura? Et puis la projection vers l'avenir, quand peut-il encore surprendre? Interview, débat, analyse, le Club Malherbe numéro 18, il démarre maintenant. Abdelli Basque, la frappe de Basque, et le but! L'ouverture du score! Romain Basque, 25e minute! Attendez! Oh là 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 là! But refusé apparemment, qu'est-ce que... Oh, pop. Allez, dans la profondeur, Jamal Thierry avec sa pointe de vitesse! Jamal Thierry dans la surface, penalty pour le Hack! Discutable, oui! Oh, jaune. Et voilà, cette fois, il n'y a rien à dire. Penalty indiscutable en faveur du Hack. Jamal Thierry pour la balle du 1-0. C'est parti, Jamal Thierry, le contre-pied, ça y est, le Hack ouvre le score, le contre-pied de Jamal Thierry. Beka, la mauvaise passe de Beka. Et la récupération d'Alexandre Bonnet. Oh, le centre, et Bonnet en entrée de surface de réparation, la frappe, oh, c'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne par Anthony Weber. Le Stade Malherbe de Caen revient de nulle part sur cette occasion. J'ai dit tout à l'heure qu'il était grand par la gentillesse, peut-être va-t-il être grand par le talent ce soir. Déviation de la tête de Onyangé, sortie de surface de réparation, ça remet le ballon, le retourné, le but, le but, il est exceptionnel. Il est refusé. Il était exceptionnel, le retourné acrobatique de Malik Chokounté. Allez, pourquoi pas une longue touche. Les déviés au deuxième poteau. Oh, l'égalisation du Stade Malherbe. Ça y est, 89e minute de jeu. C'est Prince Onyangé qui, sur cette touche et ce ballon, vient égaliser pour le Stade Malherbe. Un but partout, 90e. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Voilà ce que vous avez pu vivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest. C'était vendredi pour le derby entre le Hack et le Stade Malherbe de Caen, aux côtés des camarades Joris Marin et Cyril Capron. Vous aussi, messieurs, nos invités du jour, Mathieu Billot du Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Et Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien. Salut Sylvain, salut tout le monde. Vous avez pu suivre également ce derby entre le Hack et le Stade Malherbe de Caen. Julien Mailleux, je me tourne vers vous. Vous en retenez quoi de ce derby ? Alors globalement, on va dire qu'on a vu un Stade Malherbe de Caen un peu plus satisfaisant qu'au cours des semaines passées. Alors on a vu encore une fois des choses très désagréables. On a vu encore un carton rouge complètement absurde concédé par le Stade Malherbe. On a vu des errements défensifs, notamment Steve Yago qui se laisse trop souvent prendre dans le dos. On a vu également trop d'attentisme, comme par exemple l'ouverture de score de score du Hack, le but refusé, mais le but de Basque qui était un très joli but. On avait plein de canets dans la surface et personne pour monter sur le tireur, ce qui est quand même bien dommage. Mais par contre, on a aussi vu, pour la première fois depuis très longtemps, une vraie prise de responsabilité dans le secteur offensif. Je pense notamment au jeu de haut but de Benjamin Janot qui était très satisfaisant. On a vu enfin des espaces exploités, des joueurs qui sont capables de se projeter vers l'avant. Je pense notamment à Prince Onyangé et à l'excellente entrée en jeu de Van der Merch. Et on a vu, enfin, quand le Stade Malherbe a été vraiment mené au score et quand il s'est retrouvé à 10, on l'a vu de façon très surprenante, capable de porter souvent le ballon dans les 30 derniers mètres et de se procurer des occasions. On a vu plein de bonnes choses et plein de mauvaises aussi. Mathieu Billot du Foot Normand, on est dans quel sentiment quelques heures après ce derby ? Alors, du côté du Stade Malherbe, c'est le sentiment qu'ils ont été capables de réagir, comme l'a souligné Julien. Il y a eu aussi un changement tactique opéré par le coach avec la double rentrée donc de Malik Chokounté et d'Hugo Van der Merch, le passage à 3 attaquants, donc une sorte de 4-2-3 quand Steve Yago s'est retrouvé à 10 et qui a considérablement gêné le Havre. Et à partir de ce moment-là, en fait, le match, paradoxalement, Caen était à 10, mais paradoxalement, le match a basculé. Pendant 50 minutes, ils ont quasiment pas touché un ballon, nos Canets, et pendant la dernière demi-heure, ils ont réussi à mettre sous pression cette équipe du Hack, qui a complètement arrêté de jouer, et assez logiquement, au regard de cette dernière demi-heure, ils sont parvenus à égaliser. Ça, on est tous d'accord. Le match nul acquis par les Canets est absolument logique au vu de cette dernière demi-heure. Il y en a un qui n'était pas tout à fait d'accord. Juste devant nous, d'ailleurs, en salle de presse et en zone mixte du côté du stade Océane, c'était Pascal Duprat. Lui, il s'en est pris clairement à un homme, Bastien de Chépy. C'était l'arbitre de cette rencontre. Et pour lui, l'entraîneur canet, Caen devait gagner. Si l'arbitre était arbitre, c'est-à-dire s'il avait une sensibilité foot, d'une part, Chokounté aurait marqué, parce que son but est valable, et un pénalty aurait été accordé
à Gioacchini. Mais quand vous marquez des buts comme celui de Malik, il ne faut pas avoir de sensibilité foot pour refuser ce but-là. Après, le métier d'arbitre, parce que c'est un métier, hein, ils sont payés comme nous, au même titre que nous, donc certainement soumis à la concurrence, jugés par rapport à leur performance. Mais l'arbitre, il est humain, il fait des erreurs comme nous. Avec un arbitrage impartial, ce soir, on doit l'emporter. On aurait dû gagner ce soir. Nous avions gagné, de toute façon. On a l'impression d'un pouvoir tout-puissant, où il n'y a jamais d'explication. C'est toujours une protection absolue. Nous sommes à l'ère de la communication. De temps en temps, s'expliquer, venir comme nous le faisons à la fin des matchs, après la tension. Il est humain comme nous, pas plus, pas moins. Bien, tu t'expliques, tu nous dis tes arguments. Pourquoi ça se ferait pas comme ça? Ça ne fait que contribuer à la frustration. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors je veux votre avis messieurs, autant vous Mathieu Billot du foot normand que vous Julien Maillot de SoFoot. Je vais commencer avec vous Julien Maillot. Est-ce que l'arbitre a pesé sur l'issue de ce match? Indéniablement, oui. Déjà, il refuse un but au hack de façon assez surprenante. Alors, a priori, parce qu'un joueur était couché dans la surface et qu'il faisait action de jeu alors qu'il était blessé. Bon, pourquoi pas, c'est étonnant, mais même les Canets auraient été surpris que le but soit annulé. Et c'est vrai qu'il refuse 2 buts. On va dire, les deux décisions sont pas scandaleuses, mais elles sont vraiment discutables. Et en plus, il refuse un penalty pour le coup assez évident pour une faute commise sur Gioacchini. Après, bon, voilà, moi j'ai l'impression que des erreurs ont été commises des deux côtés. L'arbitre n'a pas été bon. Donc, est-ce qu'il a pesé sur l'issue du match? Très sûrement, très certainement, oui. Après, le fait est que c'est compliqué en fait d'évaluer comme ça l'importance qu'a eu un arbitre, puisque à partir du moment où il commet une erreur, le cours du match en reste changé. Il aurait dû accorder, à mon avis, le premier but de Basque. Peut-être que le Stade Malherbe du Caen serait sorti complètement de la rencontre beaucoup plus tôt que ça. Mathieu Billot, est-ce que l'arbitre a pesé sur l'issue du match? Eh bien, je vais paraphraser mon collègue Julien qui a exprimé. On peut pas savoir ce qui serait passé à partir du moment où il commet. Donc la réponse est oui dans ce cas-là. Peut-être que ça aurait terminé 1-1, mais dans un scénario totalement différent. Ça, on peut pas le savoir. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc l'attaque de Duprat, elle est pas légitime du coup. En fait, l'arbitrage, vous savez très bien comment ça se passe. Quand on se sent frustré de l'arbitrage, peut-être à juste titre. Le Havre, j'en ai été témoin ce week-end, se sent frustré de l'arbitrage, peut-être à juste titre. Donc les deux camps se sentent frustrés parce qu'il y a des décisions des deux côtés. Ça n'a pas été que dans un sens. Donc du coup, voilà, c'est compliqué de savoir. Est-ce que ce match, messieurs, il ne bascule pas plutôt à la 46e minute quand Weber sauve le ballon sur sa ligne sur la frappe de Bonnet? Pour moi, il bascule le match quand Steve Yago se fait expulser et que Pascal Duprat décide de passer à 3 attaquants. Et que le Havre, pour une raison que je n'explique pas, arrête de jouer. Alors, est-ce que c'est physique, comme l'a évoqué Paul Le Guen, ou est-ce que c'est une autre raison? Pour moi, le match, il bascule là. Julien Maillot, votre avis? Je suis entièrement d'accord. Le match bascule au moment de l'expulsion de Siviago. Alors, sur le moment, on a tous pesté en le voyant se faire exclure de façon aussi absurde, en fait. Par contre, c'est clairement ce qui nous a remis dans le droit chemin. Maintenant, ça me fait quand même beaucoup rire d'entendre Pascal Duprat parler de l'ère de la communication, sachant que ici, celui qui joue habilement de la communication, c'est lui, en parlant de l'arbitrage, en disant que le Stade Malherbe de Caen aurait dû gagner, c'est la faute à l'arbitre si on n'a pas les 3 points. Qui fait de la communication ici, c'est certainement pas l'arbitre. Je vais vous expliquer, Julien. Vous me tendez involontairement la perche pour le deuxième sujet, parce que Pascal Duprat, figurez-vous, il ne s'en est pas pris qu'à l'arbitre. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et ça a été la surprise de cette fin de conférence de presse. On arrive à la fin, Mathieu, nous y étions, vous et moi, dans cette conférence de presse. Et puis tout d'un coup, Pascal Duprat, sur une question d'un de nos camarades journalistes, il a dit ça. Il fallait qu'on rectifie, voilà. On a bien rectifié, on a 10 contre 11, on a joué avec 3 attaquants. On en a aussi beaucoup galvaudé sans que les arbitres y soient pour quelque chose. Les garçons sur le terrain qui s'improvisent coach, voilà, c'est ça. Moi, je veux bien, quoi, mais à ce moment-là, ce sont des consommateurs d'entraîneurs, alors. Il ne faut pas qu'ils prennent de coach. Ils font faire l'économie à un club. Ils passent leur diplôme. Ils font entraîneur-joueur. Donc voilà, chacun son job. Appliquez ce qu'on demande. Voilà. Et puis faites-nous confiance, parce que nous, on leur fait confiance et quelquefois, on réitère notre confiance alors que les performances ne sont pas celles que l'on espère. Chacun son job, tranquille, voilà, sereinement. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Ça, c'est un bon scud à certains joueurs. Ma question, messieurs, Julien Maillot, je commence avec vous de SoFoot. À qui ces scuds sont destinés? Personnellement, je m'en moque, sachant que la dernière fois, il nous a déjà fait le coup. Il nous a déjà fait le coup de dire après le match. C'était à Auxerre. Voilà. C'était à Auxerre, pardon. Il avait déjà fait le coup de reprocher certains comportements, de dire qu'il y aurait du changement. Au final, on n'a rien vu du tout.
Et en fait, ça met vraiment mal à l'aise ce genre de comportement, ce genre de phrase. Alors certes, une conférence de presse, on va dire, pour moi, à 80%, quand un entraîneur parle comme ça en conférence de presse, il parle à ses joueurs avant de parler aux journalistes. Mais quand bien même, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de s'adresser à eux, de signaler des comportements défaillants? Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. À mon avis, quand on est entraîneur, il faut avant tout protéger ses joueurs, les protéger de l'extérieur. Ça fait partie du spectacle, on le voit bien, Oui, ça mais arrive souvent, ça. À quoi ça sert? En quoi ça nous aide à mieux jouer au football? Est-ce que ça améliore le comportement? J'en doute. Est-ce que ça améliore l'ambiance dans un vestiaire? Je n'y crois pas. Je voudrais savoir à quoi ça sert. Mathieu Billot, vous avez une réponse pour aider Julien Mailleux? C'est pas la première fois que Pascal Duprat utilise le levier, et ces dernières semaines et ces dernières confs, il l'utilise très très souvent. Parce exact. Il y a déjà eu des sorties en avant-match avant le Havre, il y a déjà eu des sorties après Niort. Moi, je crois, j'ai pas la vérité, mais je crois que le discours, c'est qu'il a tenté de leur dire des choses dans l'intimité du vestiaire, que visiblement il estime ne pas être entendu, et il considère que ce qu'il va dire en les mettant devant leurs responsabilités, et il espère que ces joueurs vont réagir. On parle beaucoup de Pascal Duprat dans toutes les émissions, dans tous les articles depuis pas mal de temps, en bien ou en mal. Faut pas oublier que c'est les joueurs quand même qui jouent, et c'est peut-être un petit peu normal aussi de placer les joueurs devant leurs responsabilités. Et pourquoi le coach ne le ferait pas? Moi personnellement, ça me dérange pas. Pourquoi les coachs seraient exempts de tout reproche, de toute critique? Julien Mailleux. C'est de sa faute, non? Je sais pas, s'il n'arrive pas à se faire entendre de ses propres joueurs, c'est de la faute de qui? Excusez-moi, donc il y a que le coach qui est responsable. Donc en fait, c'est le coach de A à Z. C'est le coach qui décide tout, c'est le coach qui... Il a un bureau, je pense. Il a un bureau, il peut les inviter dans son bureau pour en discuter avec eux. Il l'a fait, faut croire. Non, mais il l'a fait, ça c'est sûr, il l'a fait, Julien. Il l'a fait, mais il le fait toutes les semaines, il le fait chaque fois. Il y a des entretiens chaque semaine, collectifs, individuels, avec différents joueurs, des jeunes, des vieux. Ça sert à quoi de parler comme ça face à la presse? Vous savez qu'il y a des joueurs qui sont plus... demandez à Anthony Gonzalez quand il y a un article dans la presse ce qu'il en pense. Ou quand il y a une émission de radio qui le défracte ce qu'il en pense. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus réceptifs à des fois des messages à travers les médias qu'un entretien individuel dans un bureau. Ça arrive. Messieurs, par contre, vous êtes en train de me faire une Pascal Duprat parce que vous n'avez pas répondu à ma question initiale. Vers qui c'était dirigé, Mathieu Billot? Moi, personnellement, je sais pas. Ça, je peux pas le dire. Parce que de base, si le plan de jeu n'a pas été respecté dès le départ, c'est compliqué de savoir quel était le plan de jeu de départ, qui ne l'a pas respecté. Et puis je ne pense pas que c'est un ou deux joueurs qui ne respectaient pas le plan de jeu de départ. C'est une dynamique collective qui s'installe et qui fait que visiblement, ce qu'avait demandé le coach n'est pas respecté. Ce qui fait que pendant une heure, on se fait promener. Oui, après, vous vous faites promener parce qu'intrinsèquement, l'équipe du Havre, malgré 3 absents, elle est supérieure à l'équipe de Caen. Voilà, aussi, il faut pas l'oublier. Mais malgré tout, on a vu qu'il suffit d'un petit truc pour qu'une dynamique s'inverse totalement. C'est assez énigmatique en fait. Ouais, c'est assez énigmatique et c'est justement cette dynamique qu'il va falloir entretenir, messieurs. On y vient tout de suite. Au prochain rendez-vous, la réception d'un cadre. Et j'insiste précisément à cause du statut de cadre. Le Club Foot sur Tendance Ouest. J'insiste pour une raison extrêmement simple, c'est que Troyes, messieurs, fait partie des équipes que quand, n'a pas encore battu, n'a pas encore accroché à son tableau de chasse cette saison, à savoir des équipes de tête. Mathieu Billot, je commence avec vous du foot normand sur ce sujet. Est-ce que Caen est capable de battre Troyes vendredi ? Alors là, pour moi, la réponse est oui, parce que Caen, intrinsèquement, est capable de battre tout le monde, et aussi capable de se faire battre par tout le monde, c'est peut-être là le problème. Après, Troyes, c'est peut-être un faux cadre, parce qu'ils n'ont qu'une victoire sur les 5 dernières journées. Ils ont commencé l'année 2020 par 4 défaites, si je me trompe pas, même s'ils ont brisé cette spirale le week-end dernier en s'imposant. Voilà, après... Faux cadre, Troyes, Julien ? Alors, faux cadre, c'est compliqué en fait de dire en Ligue 2 ce qui est un cadre ou pas. Pour moi, des cadres, il y en a pas beaucoup en Ligue 2, il y en a 2, il y a Lorient et Lens. Les autres, à mon avis, quand vous regardez le Lens Grenoble d'hier soir, excusez-moi, mais par conscience professionnelle, j'ai regardé la première mi-temps. On est loin des cadres. On est bien d'accord, mais c'est au moins des équipes qui sont capables d'enchaîner des bons résultats et de ne pas se faire surprendre l'espace d'une journée. Et Lens, je crois qu'en 24 journées, elle ne perd que 3 ou 4 fois en tout. Tout à fait vrai. Voilà, c'est une équipe qui ne se laisse pas surprendre. Par contre, toutes les autres équipes sont vraiment capables de battre contre tout le monde, un peu comme Caen d'ailleurs, de battre comme tout le monde et même de se lancer dans une spirale négative. Une équipe actuellement 5e qui a enchaîné 4 défaites consécutives. Là, clairement, est-ce qu'on peut parler de cadre ? Pas vraiment. Donc il y a une dynamique quand même très négative. À Caen en profiter, nous en ce moment on marque beaucoup de buts, on s'est découvert une espèce de prédilection pour les coups de pied arrêtés, où visiblement on est dangereux dès qu'on a un coup de pied arrêté, il va falloir en profiter.
Est-ce que la dynamique qui s'est installée sur les 3 derniers matchs peut être un vrai facteur cette fois ? Parce qu'on le voit dans le jeu, il y a beaucoup de difficultés, mais en termes de résultats, on reste sur 7 points en 3 matchs. C'était quasiment pas arrivé cette saison, messieurs. Mathieu ? Ouais, et puis avec aussi beaucoup de caractère. Alors cette équipe, elle a plein de défauts dans le jeu, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle lâche rien. Elle se bat. Avec, grosse faculté de résilience, ça c'est quand même avec ses typiquement armes. la marque du bras, ça. Bah, alors ça, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu bluffant parce que on peut se dire quand même que quand vous êtes le Stade Malherbe relégué de Ligue 1, que vous faites cette saison-là, qu'il y a des joueurs entre guillemets avec le CV en Ligue 2, vous pourriez vous attendre à ce que ça plonge et non pas du tout. Les joueurs, ils s'arrachent sur le terrain, ils se battent. On peut pas leur enlever ça en fait. Ça, c'est incontestable. Ils ont des limites dans le jeu, mais on peut pas leur enlever qu'ils se battent. Et moi, je me dis que ça peut être une arme assez intéressante pour la deuxième partie de saison. Alors, pas pour accrocher le top 5, hein, mais plutôt à moyen terme. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, cette capacité à pas baisser les bras, et même quand vous êtes mené au score, même quand les faits de jeu sont contraires. Par exemple, contre le Havre, par exemple, vous vous faites refuser 2 buts, il y a un penalty qui est certainement oublié, mais vous allez au bout des choses, au bout de ce que vous avez envie de faire, et puis et vous arrachez l'égalisation à la fin. Je trouve ça assez intéressant. C'est ce qui va sauver la saison de Caen, Julien Mailleux, ça ? C'est compliqué à dire. Vous m'aurez posé la question il y a une semaine. Moi, malgré les 2 victoires précédentes, moi, je voyais vraiment pas grand-chose de positif en fait. On avait, certes, on avait battu Chambly, on avait battu Niort. C'est pour ça que je vous ai pas invité la semaine dernière en fait. Non, voilà. Mais ça restait quand même 2 matchs avec, à mon avis, beaucoup plus de failles que de qualité et de talent. Vraiment, c'est 2 matchs qu'on aurait, au cours desquels on a beaucoup souffert. Et pour le coup, là, contre le Havre, on a montré de vraies qualités. On va dire qu'on a montré quelque chose de reproductible, en fait, quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. On a remarqué, en fait, que quand Van der Merch est capable d'accélérer, de profiter d'un espace et de se projeter, et tout de suite, on a une vraie facilité, en fait, à porter le ballon dans les 30 derniers mètres. Alors, c'est vraiment dommage que Benjamin Janot soit blessé parce que, franchement, encore une fois, sur ce match du Havre, alors vraiment, il était un de ceux, à mon avis, qui surnageait. Il avait un très bon jeu de haut but. Il arrivait vraiment à être vraiment très influent sur le jeu dans les remises. Donc voilà, pour moi, on a vu, pour une fois, de vraies qualités offensives, de vraies choses qu'on pourra reproduire au cours des semaines qui viennent. Ça, c'est important. Parce que pour l'instant, on n'avait encore rien vu de tout ça. Eh bien, on va en tout cas attendre avec impatience les prochains matchs du Stade Malherbe de Caen. Et le prochain, justement, en l'occurrence, celui face à Troyes, ce sera vendredi soir à partir de 20h au stade Michel Dornano pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. D'ici là, passez une très belle semaine foot. Et je vous invite d'ailleurs à poser les yeux sur le numéro 25 du foot normand qui est sorti en kiosque cette semaine. On revient avec un ancien président, Mathieu Billot, qui était sur cette antenne, à interviewer Jean-François Fortin. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Salut. Podcast by Tendance Ouest.